J'en reviens donc à Gabriel. Gabriel est un personnage très curieux sur lequel il y a beaucoup de découvertes encore à faire, je crois. On peut dire que c'était un chevalier d'industrie et en même temps un chevalier du poignard. Le chevalier d'industrie, comme vous le savez, au XVIIe siècle, c'était le nom qu'on donnait aux affairistes, aux intrigants, aux traficoteurs. Mais en même temps, il est chevalier du poignard. Et en fait, c'est un homme d'affaires retors, très retors, comme je vais vous donner un exemple, et en même temps, un homme de conviction, puisqu'il a donné sa vie à 73 ans pour défendre le royaume. C'est quand même assez étonnant, alors qu'il a passé en même temps les années précédentes de son existence à faire de l'argent, à acheter, vendre, et très souvent des biens qui ne lui appartenaient pas. Ça s'appelle la carambouille en bon français. Donc, je vais vous montrer. Il est donc colonel au régiment de la Couronne, donc 3e comte de Polastron, commandant du Comminges. À un moment, il devient grand sénéchal d'Armagnac et gouverneur d'Armagnac. Je ne sais pas comment il y est arrivé, en 1759, encore quelque chose que je dois élucider. Et de toute façon, il revend cette charge 2 ans après au marquis d'Angos pour 48 000 livres. C'est son truc, on peut dire. Il est gouverneur de Castillon et de Castillonnès sur Dordogne et seigneur de Polastron-le-Haut et Polastron-le-Bas, ainsi que de tout ce qui entoure le petit village de Polastron, Villeneuve, Bézéril, Saint-Soulan, Montamat, Saint-André, Laurac et encore d'autres. Ça se voit sur le plan, tout ce qui touche le petit village de Polastron. Polastron se trouve près de Saint-Matan, si vous voulez. Il en existe un autre, dans la Haute-Garonne, où il ne reste pratiquement, comme dans les westerns, une église et un cimetière et 2 ou 3 fermes aux alentours. Donc on peut dire que ça, je ne sais pas très bien quel est le rapport avec le Polastron du Gers, mais c'est assez inexistant. Je vais vous montrer une petite image. Voilà, Gabriel. Je vais revenir sur cette image. Voilà ce que j'ai trouvé avec une vue aérienne. Vous avez dans la partie gauche le village de Polastron. Vous voyez, ce n'est pas gigantesque. Et à droite, parmi les arbres, on distingue, on ne peut pas agrandir cette chose, non, on ne peut pas. À droite, donc, on distingue le dernier bâtiment, si vous voulez, dans les arbres. Là, il y a un croisement. Ça, c'est l'emprise de l'ancien château de Polastron-le-Haut, Polastron-le-Bas se trouvant beaucoup plus au sud sur le côté, et où il ne reste absolument aucune trace. Et ce château de Polastron-le-Haut, il reste 2 bâtiments, il reste un soubassement, il reste une terrasse, en fait. C'est donc un peu surélevé par rapport au coteau ou par rapport au champ autour. Il y a à peu près 2000 mètres carrés de surface sur cette terrasse, et il reste 2 bouts de bâtiments qui montrent qu'en fait, c'était un endroit relativement modeste, comme d'ailleurs les terres alentours, comparé à la notoriété du nom, bien sûr. Voilà ce qui reste à peu près, un petit bout de cour ou d'entrée, je ne sais pas vraiment. On voit ici qu'effectivement, il y a une paupière, mais que l'entrée est cintrée. Et vraisemblablement, c'était fermé sur tous les côtés, comme c'était un petit peu la mode des petits châteaux du Gers de cette époque-là. Ça nous montre principalement que Gabriel de Polastron n'est pas quelqu'un qui est séduit par la montre, par la frime, sinon il aurait gardé Lavagnac. Lavagnac, ça lui vient de sa mère, Françoise de Miremont. C'est une gigantesque propriété que je vous montre, c'est très accessoirement, pour ajouter que cette magnifique demeure, qui n'est pas du tout dans cet état-là aujourd'hui, ça a une vingtaine d'années, a subi un peu le même sort que l'hôtel particulier Hutto de la Tour, c'est-à-dire que des gens d'affaires assez cosmopolites, il y a eu des Japonais, il y a eu des Américains, ensuite un Portugais qui a été en prison pendant un certain temps, ont décidé de faire quelque chose d'absolument magnifique à Lavagnac, 650 villas avec piscine, un golf de 27 trous, dans les bâtiments, un hôtel 5 étoiles, et en fait aujourd'hui, les travaux sont arrêtés et c'est devenu un squat de luxe. Il y a même un SDF qui s'y est pendu.
Dommage pour Lavagnac, mais Gabriel de Polastron, 2 ans après la mort de sa mère, donc en 1760 et quelques, 65 je crois, revend tout ça, non seulement à Lavagnac, mais aussi les autres propriétés de sa mère, dont l'hôtel de Miremont qui se trouve au centre de Montpellier, place du Marché aux Fleurs, et qui est actuellement occupé par un groupe bancaire en pleine déconfiture qui va certainement le vendre. Là, on les mettre en culture, mais l'intention d'y faire des salines gigantesques. Et ça, il ne l'avait pas dit avant de faire valoir ses droits. Alors, il se passe là quelque chose de très amusant. La ferme générale dit à Gabriel Polastron, pas question de faire les salines, nous en avons suffisamment, on ne va pas leur faire concurrence, donc voulez-vous, s'il vous plaît, renoncer à ce projet? Et Gabriel de Polastron dit, pas de problème, 300 000 livres. Et il se fait verser 300 000 livres par la ferme générale. Après quoi, il vendra, bien sûr, les étangs. Il vendra les étangs, notamment le petit Bagnas, est vendu 150 000 livres à Louis XVI en personne, qui, pour l'instant, à ce moment-là en tout cas, n'a plus rien à refuser à Gabriel de Polastron. Nous allons voir pourquoi. Il vend le Grand Bagnas aussi à un notaire de Sète. Donc, il a réussi à faire de l'argent. Avec cet argent, il va acheter quelque chose, Praville qui se trouve dans la Beauce, c'est-à-dire 1600 hectares de champs de blé. Et ensuite, avec les 150 000 livres que lui verse Louis XVI, il dédommage son épouse qui avait versé une dot, Élisabeth de Noé, une dot de 200 000 livres. Il lui donne 150 000 parce qu'il l'a répudié. Il l'a répudié en 1780 par acte notarié à Paris. Ce qu'on appelle aujourd'hui, on dirait un divorce, mais on ne disait pas ce mot à l'époque. Donc, c'était une séparation officielle. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Oui, il tente de mettre la main aussi sur 6 000 à 7 000 hectares de la langue du Pont-Long, près de Pau, avec le bois de Pau. Je n'ai pas encore trouvé pourquoi il voulait faire quelque chose dans cet endroit. Mais les montagnards d'Ossau, qui produisent le fameux fromage de brebis, s'opposent très fermement à ces projets, et parce que c'est là qu'ils font hiberner leurs brebis tous les ans. Donc le roi Louis XVI accepte de renoncer à l'inféodation qu'il s'apprêtait à donner à Gabriel. Il a été gestionnaire, Gabriel, donc, par son mariage avec
Élisabeth de Noé, il a été gestionnaire de propriétés à Saint-Domingue. C'était 300 hectares, donc 300 esclaves, qui appartenaient donc à la mère de Madame de Noé. Cette personne s'appelait Breda. Or, vous voyez où je vais en venir, un des esclaves affranchis de ce domaine s'appelait évidemment Breda, Toussaint Breda, qui ensuite sera l'ouverture qui va mener la révolte des esclaves en 1791, grâce à quoi tous ces propriétaires vont être éliminés. Ils vont cesser d'être propriétaires. Ce qui est intéressant, c'est ce pourquoi je parle de cet événement de Saint-Domingue, c'est que le 17 octobre 1789, Gabriel déconseillait à son cousin par alliance, Jean Pantaleon de Butler, de revenir de Saint-Domingue. Il lui dit: je n'imagine pas qu'il vous vienne dans l'idée de revenir en France de longtemps, d'après l'inconcevable révolution qui s'y passe, 17 octobre 1789. Tous les gens de la noblesse qui ont assez d'argent pour passer dans les pays étrangers y sont déjà. Il n'est sûrement pas un gentilhomme dans le royaume qui ne voulut être où vous êtes. Restez-y donc. Alors c'est intéressant, pourquoi? Parce que Gabriel ne va pas émigrer. Alors la question qui se pose, c'est qu'il n'avait plus d'argent, en fait, puisqu'il dit tous les gentilshommes qui ont de l'argent vont émigrer, et lui reste là. C'est assez étrange comme situation. Étrange, mais maintenant on sait un petit peu pourquoi. Il aurait fait partie des 400 gentilshommes se rue au château des Tuileries le 28 février 1791 pour protéger le roi d'une émeute populaire et vraisemblablement, c'est un peu la rumeur, mais je crois que c'était vraisemblable, pour exfiltrer la famille royale. Mais à qui le roi, appelé par le tumulte, Louis XVI, donne l'ordre de désarmer et de quitter les lieux. Ce qui est assez étonnant. On pense qu'il y avait déjà un projet d'évasion de Louis XVI et pour lequel il avait donné son accord et il craignait que ça tourne mal si les chevaliers du poignard, comme on va les appeler, compliquaient la chose. On les appelle chevaliers du poignard de façon péjorative parce qu'ils sont tous venus en cachant des armes courtes. Donc pour le peuple, pour la populace qui était en train d'entourer les Tuileries, un noble, ça a une grande épée, un sabre, ça se montre. Tandis que là, ils étaient comme des coupes jarrées, c'est-à-dire qu'ils avaient caché tous leurs armes. C'est la raison pour laquelle l'expression est restée chevalier du poignard et qui est devenue synonyme de réactionnaire. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Alors voilà une vague image qui est complètement fausse d'ailleurs, qui montre la garde nationale menée par Lafayette, qu'on aperçoit quelque part à côté du roi, qui désarme ces aristocrates. Évidemment, c'est faux dans la mesure où ils étaient 300 ou 400. Là, il s'est passé quelque chose de curieux aussi, c'est qu'il semble bien qu'il ait 73 ans, ou 72 ans, 73 ans, rejoint l'armée de Vendée pour se battre à ses côtés, ce qui est quand même assez étonnant. Donc cet homme d'affaires, prévaricateur, roi de la Carambouille, etc., a décidé d'aller se battre. Et là, il y a un mandat d'amener qui a été émis par le comité de sécurité générale à Paris, un mandat d'amener contre ce Gabriel de Polastron qui devient un symbole finalement désagréable. Et il est amené à Paris et condamné à mort et immédiatement guillotiné le 13 juillet 1794. Donc son corps dévêtu par les fossoyeurs et sa tête sont jetés dans la fosse commune de Picpus en compagnie de 1340 autres malchanceux belles. Et donc, fini comme ça, ainsi finit Gabriel de Polastron. En 1796 est paru, attention au titre, Dictionnaire des individus envoyés à la mort judiciairement, révolutionnairement et contre-révolutionnairement pendant la Révolution, particulièrement sous le règne de la Convention nationale. Dans ce dictionnaire, les actes d'accusation portent pratiquement tous conspirateurs, fédéralistes,
brigand de Vendée. Et Gabriel est le seul à être qualifié de chevalier du poignard. Je reviens sur, si j'ai le temps, à Adhémar, donc le fils unique de Gabriel. Alors là, ce n'est pas du tout la même ambiance. Pour tout vous dire, Alexandre de Tilly résume, c'était une nullité qui jouait du violon. Et il ajoute plus subtilement, frère et mari de deux femmes remarquables, il n'en avait que la langueur. Il s'éteignait dans une douleur secrète. Ce garçon, Adhémar, très étrange, en fait, n'aime que l'armée. Ce sont les choses qui arrivent. Il est né en 1762, baptisé à Toulouse, et à 14 ans, avec dispense, il est déjà sous-lieutenant surnuméraire au bâtiment de Roi Infanterie. Un an après, il est sous-lieutenant à Roi Cavalerie, et à son mariage, en 1780, il est capitaine. Il sera aide de camp de Lafayette, colonel en second, il passe toute sa carrière dans l'armée et à un moment, il sera même aide de camp du comte de Provence qui va l'envoyer pour une mission secrète, entre guillemets, pendant 6 ans, qui consiste principalement à le tenir éloigné de son épouse qui file de parfait amour avec le comte d'Artois. Donc, Adhémar a eu une carrière un petit peu comme ça, pas très glorieuse. D'ailleurs, il finira, je ne sais pas pourquoi, sans être rémunéré, dédommagé comme émigré de retour par le milliard des émigrés que Charles X, donc Charles le comte d'Artois, va débloquer pour les émigrés de retour. Lui-même, donc évidemment tous ses biens ont été confisqués, n'a droit à rien, parce qu'il n'a pas su le demander. Pourtant, à un moment, il demande une aide au comte d'Artois, Charles X, qui lui obtient le commandement du Gers. Malheureusement, un remembrement administratif supprime cette charge un an plus tard. Alors après, il se retrouve gouverneur de la ville de Bayonne en 1818, où il va mourir en 1821, sans laisser suffisamment d'argent pour payer ses obsèques. Notre bonne comtesse de Raymond, vous savez qui c'est, je suppose, qui a consacré son existence à rédiger des notes généalogiques des grandes familles de Guyenne, écrit comme ça, à la main, avec son petit crayon. Ainsi s'éteignit cette illustre maison de Polastron.